Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Aujourd'hui, Jean-Philippe, on va parler d'un criminel que peu d'auditeurs connaissent, mais qui, en fait, je pense, devrait être beaucoup plus notoire que ceux qu'on connaît déjà. Non, absolument. Il a eu une carrière, on va dire, fulgurante. C'est un personnage, puis vous le savez, on n'a pas l'habitude de s'intéresser aux criminels. On va plus parler des victimes à Rétrocrime. Mais lui, on va faire une exception parce que... malheureusement, quand on parle de criminels québécois ou criminels connus, on ressort souvent les mêmes. Richard Blass, puis Monica. Richard Blass, puis Richard Blass. Mesrine, Monica. Jacques Mesrine, surtout pour nos amis français qui nous écoutent. Richard Blass, Jacques Mesrine, c'est un peu les mêmes. Monica Lamitraille, comme tu le disais. C'est souvent les mêmes noms qui ressortent. Puis c'est correct qu'on puisse s'y intéresser. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense, on n'a plus grand-chose à dire de nouveau par rapport à des gens comme Blass et d'autres. Il n'y a pas juste ça aussi, c'est que ce qui fait la notoriété, par exemple, de Richard Blass, c'est parfois, on va souvent évoquer le nombre de fois où il s'est évadé ou des choses comme ça, alors que je pense qu'il ne détient pas le record. Absolument. Puis justement, c'est ça. Celui dont on va parler aujourd'hui s'appelle René-Yvon Ferland. Alors, petite précision comme ça en partant, vous entendrez parfois parler de René-Yvon Ferland et d'autres fois de René Ferland. Mais on parle de la même personne. Puis il se peut même que durant ce podcast, je fasse la confusion entre les deux prénoms. Mais son vrai prénom, c'est René-Yvon. Et René-Yvon Ferland, il a eu une carrière fulgurante. Dans le sens que ça n'a pas duré longtemps. Là, je vais vous dire ça. Là. C'est dans le fond entre le 1er avril 1967 puis le 12 décembre 1973. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment une très, très courte carrière criminelle. Mais par contre, quelle carrière! Il commence donc le 1er avril 1967. Il a 22 ans. Alors, à 22 ans, on sort avec des amis, on va au cinéma, on profite de la vie. René-Yvon, lui, il braque des camions blindés. En l'occurrence, c'était un camion de la Brinks, qui est une compagnie de transport de fonds, et le braque boulevard Monc à Villemar, qui se situe au sud-sud-ouest de la ville de Montréal. Alors, ça se passe très mal, mais en fait, ça se passe mal parce que c'est mal préparé. Le conducteur du camion blindé voit arriver 3 énergumènes, un peu, ça ressemble à une scène quasiment de western, là, les 3 avec les armes en main qui se dirigent vers le camion. Évidemment, lui, j'imagine qu'il a dû barrer ses portes et puis faire en sorte qu'il allait se cacher. Mais on s'entend que ce n'est pas la meilleure façon de s'attaquer à un camion blindé. Alors évidemment, il ne se passe rien. Au niveau du vol, il n'y a rien qui est volé puisque c'est un peu complètement improvisé. Malgré tout, il y en a un qui a une attitude qui diffère des 2 autres criminels, et c'est René-Yvon Ferland, qui monte sur le camion et avec je pense que c'était un calibre 12, donc un fusil d'assez gros calibre, il vise le conducteur et lui tire dessus. Évidemment, la vitre est blindée, mais quand même, vous voyez un peu l'effet que ça pouvait faire. René-Yvon Ferland et les 2 autres ensuite s'en vont, partent en courant. Ils sont assez rapidement repris par la police, ce qui lui vaut d'ailleurs
une condamnation à 14 ans de pénitencier. 14 ans, on s'entend que la tentative de meurtre sur le conducteur du camion a pesé lourd dans la condamnation. On réentend parler de René Yvon Ferland 2 ans plus tard, le 16 octobre 1969, coin La Jeunesse et Soriol à Montréal. Ça, c'est, je pense, dans les environs de l'arrondissement d'Unsick. C'est dans le nord de l'île de Montréal. Et c'est un fourgon cellulaire qui transporte les détenus vers la prison de Bordeaux, qui est la prison de Montréal, celle qui se situe dans le fond dans un... Non, loin de là. Hein, c'est ça. Ben, en fait, c'est pas vraiment un arrondissement, mais c'est comme un nom de lieu à Montréal, Bordeaux. En fait, c'est supposé de s'appeler la prison commune de Montréal, mais toujours, on l'a appelé la prison de Bordeaux à cause du quartier. Oui. Exact. Et donc, coin La Jeunesse et Soriol, le fourgon conduit les prisonniers comme on peut s'y attendre. Et tout d'un coup, il y a 4 véhicules qui interceptent le fourgon cellulaire et qui bloquent la route. Bon, donc, on imagine, il y a des véhicules qui le bloquent en avant et d'autres qui le bloquent en arrière. Et 9 prisonniers vont s'évader, dont d'ailleurs René Yvon Ferland et Richard Blass, dont on a parlé tantôt. La fameuse évasion de Richard Blass. L'une des évasions, sauf que Richard Blass, lui, il se fait reprendre quelques heures après. René Yvon Ferland, il disparaît complètement dans la nature. Il était plus fin finot, on dirait. On dirait, hein? C'est plus rusé, peut-être. Oui. Ouais. Moins exubérant, donc peut-être... C'est ça. Donc là, on est en octobre 69, puis on n'a pas de nouvelles de René Yvon Ferland. Et là, on se transporte quelques mois plus tard, le 16 février 1970, le matin. Il y a des individus cagoulés qui font irruption dans un centre d'achat qui s'appelle Place Drummond à Drummondville. Alors ça, Drummondville, c'est une ville un peu plus à l'est de Montréal. Ils font irruption dans la succursale de ce qui s'appelait à l'époque la Banque canadienne nationale et arrivent à mettre la main sur un butin de 52 000 $. Donc 52 000 $ en 1970, c'est quand même un sacré pactole. Mm-hmm. Puis, ils s'en vont dans une camionnette. Sauf que là aussi, on sent un manque de préparation. C'est qu'arrivé à un feu de circulation, il y a un véhicule de la voirie, un véhicule municipal, qu'importe, qui est stationné, qui attend aussi le passage de la lumière verte. Et puis, bêtement, le camion des criminels heurte le véhicule municipal. Puis évidemment, là, ils sont bloqués. Et à ce moment-là, ils n'arrivent pas à quitter le stationnement, là où ils ont commis leur méfait. Arrive une première autopatrouille de la sûreté municipale et qui interviennent parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un braquage il n'y a pas longtemps à la banque. Donc, ils ont dû de toute façon avoir l'alerte sur leur radio. Et ils arrivent et ils voient cette camionnette mal prise. Et ils sortent du véhicule et l'un des 2 agents de la police municipale, qui s'appelle Douglas Lyons, dont on va parler, le fameux Douglas, oui, sort et essaye de mettre fin au braquage et d'arrêter les criminels. Sauf que là, il y a un échange de coups de feu. Mais les agents de la police municipale sont armés de pistolets alors que les criminels sont armés d'armes automatiques, de fusils mitrailleurs, de fusils à canon scié. C'est vraiment, il y a un arsenal contre deux pétoirs, là, mais c'est un peu ça. Là. Donc, c'est disproportionné. Et l'agent municipal Douglas Lyons, là, au péril de sa vie, reçoit une rafale de mitrailleuses qui va le rendre tétraplégique. On dit même qu'il y a des balles qui n'ont jamais été enlevées de son corps. Hein. Parce qu'il est décédé, il est décédé par après, plusieurs années après, là. Mais apparemment que toute sa vie a gardé des balles de cette fusillade-là dans son corps parce que c'était préférable, c'était moins dangereux de les garder que de les soutirer. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut faire une petite parenthèse sur l'agent Douglas Lyons, c'est qu'il a risqué sa vie et il a été très grièvement blessé. Il a fini en fauteuil roulant. On a trouvé des articles de presse où on voyait que il avait repris
une vie, là, entre guillemets, où il faisait de la peinture, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Pas juste ça, il est devenu aussi un personnage important pour les Jeux, les Jeux Paralympiques? paralympiques ou en tout cas les Jeux spéciaux. D'accord. Il a été vraiment une figure importante pour ça. Faut pas oublier qu'il y avait aussi un garçon en très jeune âge qui était même encore bébé, je pense, quand c'est arrivé. Il a été vraiment résilient, cet homme-là. Là, Et ce qui est terrible, c'est qu'à l'époque, il n'a pas été traité de la bonne façon par la ville qui l'employait, puisqu'il n'a pas eu accès à, à des indemnités, à une aide financière, alors qu'il avait servi la population Même en essayant. héros, là, C'est ça, il a vu... je veux dire, il y a bien des gens, même des policiers aguerris, qui auraient peut-être été plus prudents ou ils n'auraient pas essayé, étant donné que les criminels étaient lourdement armés, ils auraient peut-être attendu les renforts avant d'intervenir comme ils l'ont fait. Donc, ils ont pris des risques. Et Douglas Lyons n'a pas été traité avec les égards qu'il méritait. De mémoire, je sais qu'il y a eu des levées de fonds qui ont été faites pour lui. La ville, les gens de la ville avaient fait des levées de fonds pour l'aider parce qu'il se retrouvait paraplégique pour le restant de ses jours, évidemment. Il y avait un jeune enfant. Ça a coûté son mariage aussi, hein, tout ça. Il l'a dit, ça a été dit dans des articles. C'est quelqu'un de vraiment résilient qui a été pionnier, je pense, même dans beaucoup de choses par rapport à ça aussi, par rapport au traitement que les policiers, parce que la question soulevée par rapport à tout ça, j'ai l'impression que ça a fait changer des choses. Des mentalités. Oui, sur le fait qu'à un moment donné, il était rendu paraplégique, il ne pouvait plus rester policier. Je pense qu'il avait été relégué un peu à de l'administration. Oui. Mais encore là, je pense qu'il l'avait tassé. Ça n'avait pas duré, oui. C'est ça, il avait été tassé sans aucune indemnité, sans salaire. Puis il s'est battu quand même là, pour ça, puis la population était vraiment derrière lui. Là. Avec raison, parce que, sérieux, on a pu regarder tout ce qui avait été dit sur l'intervention, puis ça a été fait, comme tu dis, comme tu as dit tantôt, il a eu vraiment une attitude héroïque par rapport à la situation. Il aurait pu laisser aller, et puis voilà. Il a intervenu, mais ça n'a pas été suffisant quand même pour arrêter les criminels. Non, puis tu sais, tu disais au début du podcast qu'en fait, tu sais, c'est rare qu'on va faire un épisode où qu'on va parler là, d'un criminel, parce qu'on va... Mais en fait, il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle on parle de René Ferland, ça part de mon engouement, en tout cas, pour ma part, pour Douglas Lyons. Oui, tout à fait. C'était un prétexte pour parler aussi de l'agent Douglas Lyons. Ouais. Tout à fait. Personne à qui j'aurais voulu parler de vive voix, mais que j'ai jamais eu le courage. La journée où j'ai réussi à avoir le courage de le contacter, il était décédé, ça faisait 2 semaines, pendant le COVID, là, malheureusement. Profitant du chaos, donc, les criminels s'emparent de l'autopatrouille des 2 agents, Lyons étant grièvement blessé. C'est sûr que c'était un peu plus facile, et prennent la fuite. Mais malgré tout, ils ont abandonné une partie du magot, ils ont abandonné des armes. Puis c'est là qu'on apprend que, comme je disais tantôt, ils étaient très, très, très lourdement armés. Des mitrailleuses, des armes de poing, des carabines à canon tronçonnés, etc. Et une part de leur argent, ainsi que 2 complices qui étaient blessés. Donc Paul April et Michel Marinello ont été arrêtés très rapidement par la police de Drummondville, vu qu'ils avaient été abandonnés. Juste après le hold-up, il y a eu évidemment des barrages qui ont été mis en place par les services de police, mais Ferland, comme on disait, a pu passer au travers les mailles du filet. Mais c'est juste une parenthèse. Il a toujours été dans l'audace, hein? Sans nécessairement être exubérant selon ce qu'on en comprend. Parce que, tu sais, voler l'auto de police, réussir à passer dans les mailles du filet. Puis il y a quelque chose aussi que moi, j'avais découvert de lui, qui est avant, là, qui date des années 60 aussi, je pense même avant son évasion avec Richard Blass, c'est qu'il a déjà, dans mon quartier ici à Tétroville, volé le fusil d'un policier chez lui. Puis il s'était fait prendre, tu sais, mais je veux dire, quand même, on rentre chez un policier pour voler son arme. Tu sais, c'était quelqu'un là, qui était... Il faut oser. Et puis il avait un côté aussi un peu tête brûlée. Ouais. On va en reparler de toute façon, mais oui, c'est quelqu'un qui était audacieux, qui n'a pas hésité. Tu sais, effectivement, rentrer au domicile d'un policier, il faut le faire.
S'emparer d'une autopatrouille, c'est pareil. Et également, là, c'est audacieux. Et puis, ce qui explique aussi, hein. c'est ça, rien ne l'arrêtait. Et puis, c'est ce qui explique aussi pourquoi il a été si difficile à arrêter. Malgré tout, c'est le 18 mars, donc un peu plus d'un mois après le braquage de la banque à Drummondville, il est arrêté, mais cette fois à Montréal. Mais il n'est pas arrêté, c'est ça qui est étonnant de prime abord, il n'a pas été arrêté à cause du braquage à Drummondville, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas que c'est René Ferland qui a participé à ce braquage-là. Il est arrêté à Montréal parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un prisonnier qui s'est évadé avec Richard Blass quelques années plus tôt. C'est vrai, on oublie qu'il était en cavale en plus. C'est ça, donc c'est un prisonnier effectivement en cavale qui est arrêté le 18 mars 70 et puis il est transféré à la Sûreté du Québec et on s'aperçoit que finalement, il y a plusieurs témoins qui reconnaissent René-Yvon Ferland comme l'un des participants à l'attaque de la banque et surtout à la fusillade qui s'en est suivie. Il faut dire que René Ferland, apparemment, c'était un 6 pieds 2, si je ne me trompe pas. C'est toute une pièce d'homme. Avec un visage de quelqu'un que tu n'as pas envie de faire juste une petite pichenote pour voir ce que ça donne. Là, exactement. C'est ça. Il y avait un physique impressionnant, apparemment. Oui, puis il y en a qui vont en faire les frais, d'ailleurs, un peu plus tard. Oui, j'en parlais. J'ai hâte. Tantôt. Et puis, oui, c'est toute une pièce d'homme. C'est quelqu'un qui a un certain physique. Et de toute façon, je vous invite à aller sur le site retrocrime.com. On a consacré un article sur René-Yvon Ferland. Et puis, on va y mettre aussi, on va sans doute rajouter des articles de presse pour vous montrer un peu quel était ce personnage. Donc, on le reconnaît. On le reconnaît comme étant l'un des criminels qui a participé au braquage de la banque à Drummondville. Et lors de son arrestation, là, la police met encore la main sur tout un arsenal. On voit des armes à feu, de la dynamite, des masques à gaz, ainsi que beaucoup d'équipements pour effectuer des cambriolages. Alors, suite à son procès, parce qu'il y aura, j'imagine qu'il y a le procès sur l'évasion, mais ça, on n'en parle pas trop dans les médias, mais le procès relativement à ce qui s'est passé à Drummondville, il est condamné à la prison à vie. Mm-hmm. Alors, on pourrait dire, c'est terminé. Non, pas du tout. Ça ne s'arrête pas là. On n'a pas fini de vous achaler avec René. Et là. Puis, justement, comme on parlait un peu de sa personnalité tantôt, René Ferland, il n'a pas froid aux yeux. Puis, à un moment donné, là, lui, ce qu'il fait, c'est que il n'hésite pas à frapper d'autres personnes à la prison, dont un certain Georges Lemay. Quand même. Ouais, alors Georges Lemay, pour ceux qui ne connaissent pas, là, Georges Lemay, c'était tout un criminel notoire qui avait fait l'un des plus gros braquages de banque au Canada et puis qui avait été aussi soupçonné d'avoir tué sa femme. Qui était ni plus ni moins la femme de l'avocat criminaliste Raymond Daou. Raymond Daou, qui est très connu aussi. Là. Qui est d'ailleurs l'un des fondateurs d'un certain journal. Ouais. On y reviendra peut-être plus tard. C'est ça, donc lui là, il est impressionné par personne. René-Yvon Ferland, il n'est pas impressionné par les policiers, il n'est pas impressionné par d'autres criminels qui, pourtant, on peut dire, jouent dans la cour des grands, comme on dit. Hein. Oui, absolument. Donc lui, là, frapper Georges Lemay, il n'y a rien là. Il n'a pas peur des représailles. Et ça, c'est pour un peu expliquer le personnage. Le 21 mars 1972, Ferland est pris alors qu'il transporte des faux bâtons de dynamite. Il était dans un autre fourgon cellulaire là, qui l'emmenait au tribunal. Il a avec lui des documents, mais il présente ça comme des documents pour sa défense, des documents de cour, etc. Et donc, peut-être que connaissant l'animal, les policiers ou plutôt les employés du service pénitentiaire ont regardé d'un peu plus près, là, René-Yvon qui se balade avec beaucoup de documents. Puis là, il découvre comme des bâtons de fausse dynamite dans son sac. Et donc, ça, c'était une des autres tentatives d'évasion de René-Yvon Ferland. Mais évidemment, c'est complètement raté. Raté, mais quand même, encore une fois, bien audacieux. Audacieux. Et là, on parle de mars 72.
on n'attendra pas ben longtemps avant de entendre parler de René Yvon Ferland. En décembre 73, René Yvon Ferland va réussir son évasion. Cette fois, il est au Palais de justice de Montréal, dans le nouveau Palais de justice de Montréal. Il profite là, de bousculer ses gardiens. Il sort une arme. Alors, difficile à dire si c'était une arme véritable ou si c'est une arme qui, on le sait, en prison, des fois, les prisonniers vont fabriquer des armes dans un bloc de savon. Mais en tout cas, les gardiens se sont sentis menacés. Les constables spéciaux. C'est ça. Les constables spéciaux, je pense qu'il a volé aussi le képi, hein, entre autres. Oui, ça c'est il a juste pris en partant. Ouais. Puis ça s'est passé au 5e étage. Là, c'est la première, ça a été très vite, première évasion du nouveau palais de justice, le palais de justice actuel. Puis c'est ça. Ça a été très vite. Il a bousculé les gardiens. Il les a menacés d'une arme. Il a pris effectivement leur képi. Et puis, il est parti. Il est parti prendre un taxi. Il est sorti par le côté Saint-Antoine. Mm-hmm. Donc ça, c'est dans le Vieux-Montréal. Et il prend un taxi. Et là, il disparaît. Alors, selon le chauffeur de taxi, René Yvon Ferland aurait été déposé, pas très loin de là d'ailleurs, au centre-ville de Montréal, sur Sainte-Catherine, au magasin L'Abbé, qui est un grand magasin du centre-ville de Montréal, qui est grand au point qu'on peut s'y perdre. Donc, pour disparaître, c'est un bon endroit. Là. Dans le fond, le chauffeur de taxi a juste vu René Ferland prendre les portes tournantes et puis disparaître à l'intérieur du magasin. C'est la dernière fois que quelqu'un a vu René Ferland. Donc, décembre 73, on peut dire c'est la fin de la carrière criminelle de René Ferland ou est-ce que... Voilà. Mais ça, on l'appelait le fantôme du palais. Hein? Oui. C'est pour quelle raison? En quelque part, c'est parce qu'il a été vu là pour la dernière fois. C'est comme si son fantôme serait resté là. Je ne sais pas pour quelle raison ils l'ont appelé le fantôme du palais. Parce qu'il réussit à se faufiler, parce qu'il réussit à se fondre dans la masse. C'est comme un fantôme, on ne le voit pas. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'adore l'expression fantôme du palais parce que... Je pense que la rapidité aussi, la rapidité à laquelle ça a été, peut-être que, tu sais, il y a un côté où le fantôme, il disparaît. Ah, OK, j'allais te demander justement un fantôme, est-ce rapide? Mais ouais, tu as raison. Si ça disparaît, c'est assez rapide. Ça apparaît, ça disparaît. En tout cas, moi, je ne suis pas un grand connaisseur au niveau des spectres. Ça. Oui, c'est sûr que ça fait ça. Mais j'aime l'expression fantôme du palais. Ça fait très années 70 là, aussi de donner des termes qui ressemblent à ça. Là. Il s'est évanoui, tu sais. Oui, mais en même temps, c'est quand même le chauffeur de taxi, le dernier à l'avoir vu. Oui. Fait que c'est-tu le fantôme du Labbé ou du palais? Mais j'aime bien dire le fantôme du palais. Après, on peut évoquer, parce que c'est ça. Ça, c'est tout ce que l'on sait objectivement, factuellement, de la carrière de René Yvon Ferland. Malgré tout, c'est quelqu'un qui aime disparaître, mais qui aime aussi beaucoup jouer avec ses apparences. Et puis là encore, je vais... mais c'est de la stratégie, il faut se le dire. Absolument. C'est pas de l'exubérance. Hein? Absolument, absolument. Parce que lui, il n'est pas comme Richard Blass. Il ne va pas envoyer ses photos au Allo Police avec un chapeau en tweed pour dire « mettez-moi sur le cover parce que je veux me faire encenser ». Tout à fait. Lui, il ne veut pas. Il veut passer inaperçu. Il est beaucoup plus rusé, j'ai l'impression. Mais bon, c'est vite dit, hein? On les a comme pas connus. Tu sais. Non. Mais je trouve que la personnalité a l'air vraiment différente à ce niveau-là parce que lui réussit à passer à la trappe. Même s'il se faisait prendre des fois, mais la preuve, on l'a plus jamais retrouvé. C'est exactement ça. Tu sais, il a, en fait, quand on prend lorsqu'on prend ce qui s'est produit place Drummondville, on pourrait dire que c'est spectaculaire, mais c'est spectaculaire à cause de quoi? Parce qu'il y a eu l'intervention des policiers. Sinon, ça a été rapide. S'il n'y avait pas eu l'accident à la sortie du stationnement, ils auraient été tout simplement volatilisés. Ils seraient volatilisés, on n'aurait plus entendu parler. Mais c'est, comme tu dis, la grande différence entre René Yvon Ferland et Richard Blass, c'est que René Yvon Ferland, il veut passer inaperçu. Puis d'ailleurs, c'est ça aussi que je vous invite à aller voir, c'est les photos de transformation du visage de René Yvon Ferland.
Sur une courte cheveux période. aussi, de tous les cheveux, la moustache. Cheveux, moustache aussi, la grosseur du visage. À un moment donné, il se rase complètement le crâne. Il essaye de changer sa physionomie. Ouais. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut disparaître, qui ne veut pas être reconnu. Mais en fait, il est entièrement voué à sa carrière criminelle. Mhm. J'ai l'impression aussi. Donc, la grande question qu'on se pose aussi, c'est que, ne sachant pas ce qu'il est devenu, est-ce que véritablement la carrière de René Ferland a effectivement arrêté en 1973 ou est-ce que ça a continué? Puis je crois que tu avais, toi aussi, ça t'intrigue beaucoup, puis tu as continué les recherches, là. Parce que René Yvon Ferland est un des 10 criminels les plus recherchés à la même époque que plusieurs autres notoires qu'on a même déjà discuté, notamment Victor Loranger. Absolument. Bon, ça, c'était notre deuxième épisode pour ceux qui s'en souviennent pas. Oui, il faisait partie des criminels les plus recherchés. Ensuite, ce qui a été relaté dans les journaux, c'est qu'il y avait rumeur que peu de temps après, René Yvon Ferland serait parti pour New York pour rejoindre un gang criminalisé et qui se serait fait passer, entre guillemets, façon de dire qu'il aurait été assassiné, voire même coulé dans le béton, un peu à la Jimmy Hoffa. Ça faisait ressembler à ça. Mais je me suis toujours demandé d'où venait cette curieuse théorie-là, puis j'ai fouillé longtemps. Puis j'ai même des membres de la famille qui m'ont déjà contacté après avoir vu, pas même l'émission mais consacrée à Drummondville, mais aussi une publication que j'ai déjà faite sur les réseaux par rapport à René Ferland. Puis on sait que si on cherche via Google, les publications des réseaux sociaux vont ressortir aussi dans les résultats. Fait que c'est sûr que puis eux n'ont pas plus de détails et ils voulaient savoir si j'en avais trouvé. Récemment, j'ai découvert que la raison pour laquelle on a soupçonné que René Yvon Ferland se serait en allé dans le coin de New York, c'est que sa carrière criminelle aurait continué aux États-Unis. En 1974, 2 évadés de prison qui auraient participé à un vol à main armée à Boston, ou en tout cas dans une banlieue de Boston. Là, c'est à peu près ce que moi j'ai trouvé, parce que j'ai cherché évidemment dans les journaux américains rendus là. C'est le dimanche matin là, qui en parlait. D'ailleurs, c'est Claude Poirier qui a fait les articles, 2 articles que j'ai réussi à trouver. Sinon, il n'y avait absolument rien. C'est comme si Claude, lui, a eu une primeur sur Ferland. Je vais tenter de vérifier le tout, mais quand même, c'est ça. Donc, en 1974, au mois de mai, on parlait de 2 évadés de prison qui étaient des évadés du centre de détention de Parthenay, en fait, de la Sûreté du Québec, qui se sont fait prendre à des vols à main armée, mais aussi là, qu'en même temps, ils ont su que c'était des gens qui avaient fait des vols à Vancouver, en Colombie-Britannique, tout ça. Des grands voyageurs. Ouais, ben tu sais, c'est des grands braqueurs, je pense. Tu sais, c'est ça. Puis bon, ces hommes-là, bon, s'étaient évadés, ils ont été repris par les policiers. Puis les policiers de Vancouver, ont participé évidemment à tout ça. Puis il y avait un autre évadé qui a beaucoup fait parler de lui au même moment. Il s'agissait de René Ferland. Moi, je l'appelle René Ferland, qui est soupçonné d'avoir participé à un vol à main armée qui a été commis dans la région de Boston et qui aurait rapporté aux auteurs de ces vols-là. Je ne sais pas s'ils soupçonnaient les deux évadés de la SQ, là, parce que l'article ne le dit pas vraiment. C'est comme si on passe à René Ferland vers la fin, je ne sais pas trop. Mais on dit que ce vol-là à Boston, qui était un vol de Brinks aussi en passant, d'un chauffeur de Brinks, qui aurait rapporté à ses auteurs la jolie somme de 400 000 $. Mais là, encore une fois, on est en 74. Oui. Et là, un petit peu plus tard encore, dans le dimanche matin en 74, article de Claude Poirier, il y avait une enquête préliminaire de 2 Québécois, mais ce ne sont pas les mêmes. 2 autres Québécois qui, eux, ont été repris qui ont été arrêtés et accusés de vol à main armée dans le comté de Queen, État de New York. Là, on se rapproche des rumeurs concernant René Ferland qui avaient eu lieu là, autour du mois de mai, justement. Donc, c'est comme si ces 2 choses-là s'embriquaient légèrement. Et là, c'est ça. Le dimanche matin, avait appris que la police de Boston désirait interroger les 2 hommes qui ont été arrêtés. Mais on ne parle pas de René Ferland parce qu'évidemment, on l'aurait su. Il était activement recherché. Et là, c'était un vol de la Brinks de Boston. Là, cette fois, on parle de 300 000 $. D'après moi, on parle de la même affaire, mais possible, que les données ont été différentes. Là. Et là, dans ça, il y avait 3 suspects, dont 2 qui ont été arrêtés, qui ont été ramenés à Montréal, là, qui avaient leur enquête préliminaire. Par contre, le 3e, ils ne savent pas c'est qui, mais on soupçonne que c'était René Ferland, l'évadé, le fantôme du palais de justice.
Donc, mais ils n'ont jamais su c'était qui celui-là, là, cette personne-là qui était sous un alias, mais qu'on n'a jamais réussi à le retrouver. Donc, il serait toujours recherché. Fait que selon les données, il aurait continué sa carrière criminelle à New York, à continuer à faire des braquages, puis selon des rumeurs, peut-être un clan adverse ou, je sais pas, quelqu'un qui veut le beurre, l'argent du beurre parmi un gang ou quelque chose aurait liquidé René Ferland. Mais tu sais, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, OK, mais ça vient de où? Ça, c'est qui? Il y a quand même quelqu'un qui a... Il y a le nom qui est sorti quelque part, et puis, d'où ça vient, qui a donné cette information, puis... Je trouve que ça serait quand même intéressant de sortir à un moment donné les procès relatifs à ces 2, 3, 4 gars-là, parce que là, je pense que je suis rendue à 4 gars par rapport à toutes ces affaires-là qui se sont passées au printemps 74, printemps-été, qui viennent remettre un petit peu, en quelque sorte, René Ferland sur la map, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé à quelque part, mais ça n'a pas pu être corroboré. Donc, soit ils n'ont jamais retrouvé René, soit ils n'ont jamais trouvé les personnes, puis évidemment, même s'ils retrouvent un gang criminalisé à New York qui aurait supposément coulé dans le béton un René Ferland, ils ne vont pas dire, bien sûr, oui, c'est moi, c'est ce coin de rue-là. Fait que c'est sûr que finalement, c'est resté comme en queue de poisson, mais il y a quelqu'un quelque part qui a trouvé ça, puis ça m'interpelle. Ben moi, je pense, tu sais, que c'est ça, c'est encore une fois, c'est un peu frustrant parce que on pourra pas avoir le fin mot de l'histoire, mais en même temps, moi, il y a une chose dont je suis certain, je pense, intimement convaincu, je veux dire ça, de même, c'est que, étant donné le personnage de René Yvon Ferland, là, puis, tu sais, on l'a beaucoup travaillé, on l'a suivi, on a fouillé beaucoup par rapport à sa courte carrière criminelle. C'est quelqu'un qui, comme on l'a vu d'ailleurs dans cet épisode-là, est très intense. C'est quelqu'un qui aime vivre dangereusement, qui aime se mettre à risque, qui aime aussi les armes, les explosifs et tout ça. Je ne peux pas croire qu'à partir de 1973, il est disparu. Décembre 73, il disparaît. Puis là, il décide de se ranger puis d'avoir une vie bien tranquille quelque part, quel que soit l'endroit. J'y crois pas. C'est quelqu'un qui a besoin de sensations fortes. Il était à 100 000 à l'heure. C'est ça. Et donc, je trouve ça très crédible qu'il ait pu passer la frontière pour un peu semer les policiers, être un peu plus tranquille. Peut-être qu'il avait des contacts du côté des États-Unis. Possible. J'ai aucune preuve. Hein. C'est une simple hypothèse. Il connaissait peut-être une personne et puis qui lui a fait intégrer le crime organisé là-bas. Et puis, à partir de là, étant donné qu'on a complètement perdu sa trace, à part ce que tu as pu trouver sur le braquage de Boston, c'est possible que, dans le fond, ça a très mal fini pour lui. Mais de quelle façon? C'est pas à Boston, comment? En plus. Hein. C'est pas à Boston que ça a mal fini, parce qu'il a vraiment réussi à se... Il y avait vraiment une tierce personne, selon les articles américains. Je pense que c'est le Boston Herald. Vraiment, il a réussi à s'en sortir, mais il aurait continué sa... C'est ça, il serait peut-être allé dans le Queens, et puis là, c'est là que peut-être... ça a pu se terminer donc de façon abrupte pour René Yvon Ferland. Malgré tout, on trouvait ça intéressant d'en parler, aussi de parler de ce pauvre Douglas Lyons. Et puis, on a pas mal fouillé. Hein, on peut dire que si vous voulez en savoir plus, il y a notre article sur le fantôme du palais sur retrocrime.com. Il y a également ton émission, c'était la saison 2, l'épisode 8, je crois, de la saison 2 de Sur ta rue, qui est disponible, je m'en excuse pour nos auditeurs européens, qui est disponible uniquement au Québec et au Canada sur Crave et sur nouveau.ca. Et puis, pour nos sources, on a pas mal utilisé Photopolis. Ah non, excuse, c'est eux qui ont utilisé, c'est ça, qui nous ont utilisé pour faire un article et sans rare, nous citer. Mais quand même, ça arrive. Ouais. René Ferland, selon moi, détient le record. Peut-être pas des évasions, parce que je pense que ça, on en reparlera à un moment donné, mais il y a un certain André Daou qui le clenche, je crois. Je te dirais, sur une aussi courte période, peut-être qu'il détient un record. Parce que avec deux évasions réussies et une tentative. Le fait qu'on ne l'ait pas retrouvé, parce que Richard Blas,
on le sait, hein, comment ça a fini. Mhm. Donc, lui, il a été retrouvé, René Yvon Ferland, à l'heure où on se parle. Et Il est quand même le premier évadé du palais de justice. en plus, Et ça a fait changer beaucoup de choses au niveau aussi des constables spéciaux relativement à leur sécurité, les armes, Oui. etc. Parce que je pense qu'ils portaient même pas d'armes à l'époque, mais je suis pas convaincue. Là. Mm. Ça se peut que... Mais il y en a eu une autre très, très notoire aussi là, que dans les débuts 80, mais c'est quand même René Ferland là, qui est la plus... qui est oubliée, par contre. Là. Il est C'est oublié. ça. Là. C'est incroyable parce que c'est ça. c'est pourtant... Quand tu regardes, là, quand on fait des recherches, nous, on aime ça. On aime ça, ressortir justement ce genre d'histoire. Mhm. Mais quand on voit le parcours de René Yvon Ferland, puis quand on voit le peu d'attention qu'il y a, c'est étonnant. C'est sûr que d'une certaine façon, on parle de René Ferland. Ça nous a interpellé beaucoup parce que c'est un criminel quand même... c'est ça, non seulement qui a passé à la trappe, mais aussi qui était quand même d'envergure. Mais juste rappeler que Douglas Lyons est une victime. Absolument. Mais c'est aussi quelqu'un d'extraordinaire qui était un peintre, qui était Engagé dans sa communauté. engagé dans sa communauté, une bonne personne Oui. avec les siens, qui a fait plein de projets aussi pour les personnes, pour les Jeux paralympiques. Puis Absolument. c'est ce qui est le plus important, je pense, à travers ça. Tout à fait. Ceci conclut notre épisode. Je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook de Rétrocrime, sur laquelle vous pourrez suivre notre actualité, mais également donner votre avis et commenter nos épisodes. Nos revues de presse, nos articles ainsi que nos liens utiles se trouvent sur le site retrocrime.com. On vous invite aussi à laisser vos commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Cela aidera à faire connaître ces histoires oubliées à un plus grand nombre de personnes et, qui sait, nous aider à pouvoir entrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye.